Bonjour et bienvenue sur ce webinaire spécial assistant maternel. Nous allons parler santé et bien-être des jeunes enfants au travers d'une thématique qui est devenue un véritable sujet d'actualité, la qualité de l'air intérieur. Je suis Françoise Chartier, responsable d'activité promotion de la santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Ce webinaire a été conçu avec le soutien de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale auprès de la petite enfance. Pour vous présenter rapidement la Mutualité française dans notre région, sachez qu'elle fédère 200 vraies mutuelles et qu'elle coordonne plus de 300 établissements sanitaires et médico-sociaux, dont une vingtaine de services à la petite enfance. Tout comme les vraies mutuelles, tous ces établissements sont à but non lucratif et sont ouverts à tous. Dans le champ de la prévention, depuis plusieurs années maintenant, nous proposons des actions pour mieux faire comprendre les liens entre la santé et l'environnement, et ces actions sont notamment destinées aux professionnels de la petite enfance, que sont les assistants maternels. À la fin du webinaire, nous vous indiquerons le programme des actions à venir qui viendra compléter les informations que nous allons partager avec vous aujourd'hui, ce qui vous permettra d'en savoir toujours un peu plus sur les questions de santé environnementale et de pouvoir adapter vos pratiques dans votre cadre professionnel. Je vous présente maintenant notre experte en santé environnementale, Adeline David. Bonjour à tous. Bonjour Françoise, merci de ton accueil. Bonjour Adeline, et donc tu es responsable d'activité promotion de la santé à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Après Exactement. l'intervention d'Adeline, nous consacrerons un large temps à vos questions. Je vous invite donc à utiliser l'onglet questions-réponses qui apparaît en Q et R en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention. Si vous voyez l'onglet chat en bas de votre écran, il est inactif, donc merci d'utiliser uniquement l'onglet QR. Donc je vous propose maintenant d'écouter Adeline David. Merci beaucoup Françoise. Je commence le partage de mon écran et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Nous avons donc conçu ce webinaire sur la qualité de l'air intérieur pour vous permettre d'améliorer, de compléter vos choix en matière de pratique et en matière de produits sur ce sujet pour limiter l'exposition des jeunes enfants que vous accueillez et de vous-même à des substances polluantes préoccupantes. Et toujours dans un contexte de risque épidémique comme vous connaissez depuis maintenant plus d'1 an. Nous avons donc utilisé pour concevoir ce webinaire les informations, les messages de prévention de Santé publique France, de l'Observatoire national de la qualité de l'air intérieur et du tout dernier protocole d'accueil des 0-3 ans disponible et daté du 22 avril dernier. Quand on parle de qualité de l'air intérieur, pourquoi ce sujet est devenu une préoccupation quotidienne, grandissante depuis de nombreuses années? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons la chance en France d'avoir des bâtiments qui sont très bien isolés, cela pour permettre d'améliorer les performances énergétiques. Donc, nos bâtiments sont beaucoup plus étanches et laissent moins passer l'air. Par ailleurs, nous passons beaucoup de temps à l'intérieur, environ 80% de notre temps, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans les transports, que ce soit au bureau, dans les écoles, dans les crèches, chez vous, dans vos logements et aussi pour nos loisirs. Nous faisons beaucoup de loisirs aussi en intérieur, dans des gymnases par exemple. Enfin, on n'a pas tous le même espace. Parfois, nous avons un espace qui est plutôt restreint et nous sommes nombreux dans notre intérieur et nous bougeons, nous nous activons tout au long de la journée et tout cela met en suspens des substances qui peuvent être plus ou moins préoccupantes pour notre santé. À partir de ces éléments, on dit qu'à l'heure actuelle, l'air intérieur est en moyenne 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. D'où l'intérêt de se préoccuper de ce sujet, comme nous allons le voir ce soir. Quand on parle de sources de pollution et de substances polluantes qui sont préoccupantes, on va voir qu'il y en a de plusieurs natures. Tout d'abord, l'air extérieur que l'on peut faire, qui va rentrer dans notre intérieur. Et à travers l'air extérieur, l'activité agricole ou industrielle en fonction de notre lieu d'habitation, parfois le trafic routier important, et puis bien sûr les végétations qui sont présentes peuvent être des sources de pollution.
Dans certaines régions de France, pardon, la nature des sols peut aussi être une condition à prendre en compte, et notamment la présence d'un gaz qui émet de la radioactivité, le radon. Vous voyez qu'à côté dans mon tableau, à côté des sources de pollution, j'ai aussi indiqué, ou en tout cas représenté par des petites icônes, les différents polluants que l'on peut retrouver. Sachez que je n'ai pas tout cité, mais c'était pour vous donner une indication. Et je les ai répartis de 3 natures. Nous avons des polluants que l'on peut classer d'une origine physique, à partir d'une origine plutôt chimique et à partir d'une origine plutôt biologique. En ce qui concerne l'air extérieur, les polluants biologiques, ce sont les pollens qui peuvent être émis par la végétation, qui nous intéressent. Dans le cadre de l'activité agricole, ce peut être plutôt des polluants chimiques que l'on retrouve à travers les pesticides, mais aussi les oxydes d'azote. Et puis, concernant l'activité industrielle et le trafic routier, on va retrouver plutôt des particules qui sont émises, les particules fines, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, que l'on nomme PM10 ou PM2,5, et qui sont aussi des substances qui peuvent être préoccupantes. La seconde source de pollution de notre air intérieur qui est à prendre en compte, c'est le bâtiment en lui-même et ses équipements. Les matériaux de construction, les sols, les murs, les plafonds, les isolations sont à prendre en compte. Les travaux que l'on peut mener chez nous à travers la pose de revêtements de sol et de murs sont aussi à prendre en compte, nos systèmes de chauffage, mais aussi toute la manière dont nous pouvons agrémenter notre intérieur avec des mobiliers, des textiles, des canapés, mais aussi notre appareillage et nos outils informatiques. En matière de polluants, je pense que vous connaissez peut-être des polluants chimiques que l'on va nommer composés organiques volatiles, que l'on peut retrouver sous le nom par exemple de formaldéhyde, ou bien des toluènes, des benzènes que l'on trouve par exemple dans nos peintures ou dans certains revêtements de sol. Je pense aussi à des fibres dans notre isolation, hein, les fibres minérales, notamment aussi les fibres d'amiante qui ont existé pendant longtemps, pendant certains bâtis et qui ont été à l'origine de certaines crises sanitaires. Et puis, nous allons retrouver des choses un petit peu particulières dans nos mobiliers, notamment nos canapés et nos tissus. Ce sont les retardateurs de flammes, qui sont des composés chimiques. Euh, nos outils informatiques peuvent être à l'origine, sont à l'origine d'émissions d'ondes électromagnétiques qui sont un polluant. Et puis dans nos textiles, dans nos mobiliers, encore une fois, on peut retrouver des polluants biologiques à travers les acariens. Nos 2 dernières sources de pollution, ce sont bien évidemment les occupants du logement, c'est-à-dire nous-mêmes, et puis aussi tous ceux qui nous entourent, nos chers animaux de compagnie, nos plantes. Et j'ai nommé aussi les indésirables, qui sont parfois des punaises de lit, qui sont parfois des blattes, qui sont voilà, en tout cas des petits insectes ou des petits animaux que l'on ne souhaite pas avoir avec nous, mais parfois on a aussi besoin de s'en préoccuper. Et vous voyez que sur nos sources de pollution qui concernent les occupants du logement, on aura principalement des polluants que l'on dit plutôt biologiques, c'est-à-dire à travers les allergènes de l'acarien, les allergènes de la blatte, les allergènes de nos animaux, mais aussi on peut être exposé à des agents infectieux, comme c'est le cas par exemple en ce moment avec le coronavirus. Et puis avec nos plantes, on retrouve la présence de nos pollens. Enfin, dans toutes les activités que nous menons dans notre logement, c'est-à-dire des activités de bricolage, de travaux, de décoration, de ménage, le traitement aussi des plantes et de nos animaux que nous pouvons faire, ou bien encore nos activités de bien-être, de beauté, c'est aussi à l'origine parfois de sources de pollution. On va retrouver cette fois-ci, alors des choses que vous pouvez encore une fois connaître, les parabènes par exemple que l'on retrouve dans nos produits cosmétiques, plutôt des phtalates ou des bisphénols que l'on retrouve dans des revêtements plastiques que on peut avoir dans nos cuisines, nos contenants dans nos cuisines, les biberons. Et puis, je vous ai mis aussi une petite icône pour représenter le parfum avec toutes les substances parfumantes que l'on retrouve dans nos produits d'entretien, dans nos parfums d'ambiance et encore une fois, dans nos produits cosmétiques. On a fait le tour, voilà, déjà de ces sources de pollution qui sont nombreuses. Rassurez-vous, on va voir ce que l'on peut faire pour améliorer la qualité de l'air intérieur par la suite.
Pourquoi est-ce important de pouvoir identifier ces sources de pollution et pourquoi l'on s'en préoccupe, et notamment chez les tout petits? Puisque vous voyez, ces enfants en bas âge, les jeunes enfants que vous accueillez à votre domicile ou en structure d'accueil collective, sont très fragiles, ont un système, qui est encore immature et qui se développe, au fil du temps et ils sont donc très exposés de différentes manières. Déjà par la voie respiratoire, ils vont inhaler certaines substances qui peuvent être présentes dans l'air et ils ont un système pulmonaire qui n'est pas encore arrivé à maturité. Bien évidemment, les petits passent énormément de temps au sol et vous savez ils portent beaucoup de choses à la bouche. Ils peuvent donc malencontreusement ingérer ou être en contact au niveau de la bouche avec des substances polluantes. Et puis enfin, voilà, leur présence encore une fois au sol et leur peau est très fragile. Donc ils peuvent être en contact également avec la peau au niveau avec certains polluants. La peau a souvent été par le passé prise comme une voie d'exposition mineure à part. On sait aujourd'hui qu'elle est vraiment une voie d'exposition à part entière, aussi importante que la voie respiratoire et que la voie orale. Cela fait le rapprochement avec peut-être ce que vous avez pu constater ou ce qu'on entend en tout cas depuis déjà quelques années, l'importance, l'explosion dans la petite enfance et dans l'enfance de certaines pathologies comme l'eczéma, qu'on nomme aussi dermatite atopique, les problématiques respiratoires avec l'asthme et toutes les allergies, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient liées aux acariens ou liées au pollen. Et de cette façon, un concept est né depuis plusieurs années et est important à retenir, c'est cette période des 1000 jours. Cette période des 1000 jours va de la conception de l'enfant jusqu'à peu près aux 2 ans de l'enfant et on sait que cette période est elle est prioritaire et c'est une période, une fenêtre d'exposition qui est très importante et qui est à prendre en compte pour le futur état de santé de l'adulte, du devenir. On sait que pendant cette fenêtre d'exposition des 1000 jours, le jeune enfant est très influençable par les facteurs environnementaux, au sens propre du terme avec ses polluants, mais aussi par les facteurs nutritionnels, la présence de l'activité physique, le stress, les relations affectives et sociales. Et donc tout ça a un impact et aura un déterminisme probablement sur la survenue de maladies à l'âge adulte. C'est ce concept qu'on appelle l'origine développementale de la santé et des maladies. D'où l'intérêt de s'intéresser à cette jeune population. Concrètement maintenant, comment faire pour les solutions et comment améliorer la qualité de notre air intérieur? Vous en avez certainement déjà entendu parler, mais une des premières solutions, c'est d'aérer son logement. Aérer son logement, c'est tous les jours, tout au long de l'année, peu importe la saison et peu importe le temps. Dans l'idéal, 1 à 2 fois par jour, quelques minutes à chaque fois, et si ça représente une dizaine de minutes sur la journée, c'est très bien. Quand vous habitez à proximité d'un axe routier, effectivement, il faudra aérer plutôt quand vous avez un trafic qui est moins important. En général, peut-être très tôt le matin sera intéressant et plus tard le soir. Si vous êtes aussi dans une zone plutôt agricole, plutôt rurale, n'aérez pas peut-être quand vous voyez des épandages agricoles, mais voilà, gardez en tout cas cette aération quotidienne. On aérera également quand on a une activité dans le logement, c'est-à-dire quand on prépare la cuisine, quand on bricole, quand on organise une activité manuelle avec les jeunes enfants ou quand on prend sa douche, ce sont des occasions pour aérer. Et je fais le parallèle toujours avec cette période de Covid particulière où vous avez effectivement dans les modalités, dans le protocole d'accueil, une attention particulière sur l'aération qui est devenue un geste barrière où ce qui vous est précisé, c'est dans l'idéal d'aérer 15 minutes avant l'arrivée des enfants, d'aérer pendant la durée du déjeuner et d'aérer le soir après le départ des enfants et pendant que vous allez nettoyer les surfaces. Et puis ensuite, dans l'idéal, toutes les heures, aérer quelques minutes. Des paramètres de confort sont à prendre en compte dans votre logement pour cette aération. C'est ce qu'on appelle le confort hygrothermique. C'est en fait la sensation que l'on a dans la pièce où l'on se trouve de ressentir une certaine température et une humidité ambiante.
La température, on sait que plus elle s'élèvera dans un logement, plus elle va favoriser le relargage des polluants dans l'air et notamment de certains polluants, ces composés organiques volatiles qui sont des composés en fait gazeux et qui vont se libérer facilement dans l'air plus la température augmente. Dans l'idéal, une température au niveau des chambres autour de 10 à 18 degrés sera très bien et puis dans les pièces de vie autour de 20 et 21 degrés sera très intéressante. De la même manière, le second paramètre, c'est l'humidité. Une pièce qui est trop humide favorisera l'apparition de moisissures, de champignons, d'acariens. Les moisissures et les champignons, je n'en ai pas parlé tout à l'heure en tant que tel, en tant que polluants, mais ce sont bien des polluants secondaires qui vont faire leur apparition quand il y a trop d'humidité. Attention, un logement qui n'est pas assez humide, qui a un air trop sec, peut être embêtant pour les jeunes enfants ou pour les personnes qui ont des problématiques respiratoires, puisque l'air trop sec va venir irriter les voies aériennes supérieures au niveau du nez et de la gorge et pourra donc créer une toux et une irritation et une sensation de gêne. Dans l'idéal, un degré d'humidité favorable se situe entre 40 et 60%. Vous pouvez très simplement, maintenant, il existe des petits appareils dont vous pouvez vous doter et qui vont vous donner l'indication de la température ambiante et du degré d'humidité pour vous aider à gérer ces deux paramètres. En complément de l'aération, il y a la ventilation. Ce n'est pas le même élément. Aérer, c'est ouvrir les fenêtres, c'est faire un grand renouvellement d'air pendant un temps court, alors que ventiler un logement, c'est un renouvellement permanent de votre logement sur un petit volume, mais en continu sur toute la journée. Les recommandations par rapport à la ventilation d'un logement, c'est de pouvoir déjà bien identifier les grilles d'aération que vous avez chez vous. Alors certainement des entrées d'air au niveau des fenêtres, donc dans la fenêtre directement au-dessus de la fenêtre ou dans le coffre de volet, qui sont matérialisées par des petites réglettes comme vous voyez en bas à gauche. Vous avez des extractions d'air dans des pièces d'eau que sont la cuisine, la salle de bain et les toilettes. À cet endroit-là, vous voyez plutôt des bouches d'extraction qui peuvent être rondes ou carrées avec des grilles un peu plus importantes. Et puis, il y a aussi ces espaces sous les portes, donc environ 2 cm sous chaque porte. Et ces espaces permettent aussi la circulation de l'air dans votre logement. Ce qu'il y a d'important à savoir, c'est de ne pas obstruer ces bouches d'aération, que ce soit au niveau de l'entrée d'air ou de l'extraction, donc de ne pas les fermer par du scotch ou bien par des petits sopalins, des petits papiers. Et de pouvoir les entretenir régulièrement. Généralement, ces grilles se démontent, vous les savonnez légèrement et vous passez un petit peu d'eau, vous les séchez bien et vous les reposez et tout se passe normalement. Et conservez bien aussi ces espaces d'environ 2 cm sous les portes. Donc, ne bouchez pas non plus sous les portes le passage de l'air pour permettre vraiment une ventilation continue de votre logement. Ensuite, vous avez la possibilité de limiter les sources de pollution que l'on a vues. Donc, chaque geste peut compter. Je vous ai proposé quelques sujets en lien avec ce que nous avons vu sur les sources de pollution. Tout d'abord, peut-être vous vous posez parfois la question du renouvellement de revêtements de sol ou de mur, la peinture d'une chambre, le sol d'une cuisine. Les conseils que je peux vous donner sont d'anticiper le changement de ces revêtements, d'aérer systématiquement quand vous faites des travaux, quand vous changez ces sols ou ces murs. Bien sûr, de vous protéger individuellement au minimum avec un masque, des gants et le port de lunettes. Et puis, quand vous choisissez vos produits, vous avez la possibilité maintenant de voir un étiquetage obligatoire qui est indiqué le petit carré en bas à gauche, qui indique les émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatiles. Et donc, sur chaque revêtement de sol ou de peinture, vous avez cet étiquetage qui est obligatoire, qui va vous indiquer la qualité du produit, en partant d'un produit classé C qui est très émissif de composés organiques volatiles, pardon, à un produit qui est classé A+, et qui est moins émissif. Excusez-moi. Vous avez la possibilité aussi de voir des labels qui peuvent vous indiquer des meilleures conditions de choix de revêtement.
Concernant le mobilier, si vous choisissez de choisir certains mobiliers, notamment des mobiliers que vous mettez dans les chambres des jeunes enfants, anticipez leur achat. Faites peut-être le choix de les stocker à l'extérieur des pièces de vie pendant quelques temps avant de les monter. Et si vous avez la possibilité, choisissez des meubles d'occasion ou bien des meubles en bois massif. Concernant nos produits d'entretien que nous utilisons quotidiennement, je vous conseille d'une manière générale peut-être de faire le tour de vos placards et de limiter le nombre de produits, de doser ensuite correctement les produits, c'est-à-dire de faire appel à la lecture d'étiquettes, de lire les précautions d'emploi et le mode d'emploi pour ne pas utiliser plus de quantité que nécessaire. Tout à l'heure, je parlais des polluants. Nous connaissons certains effets des polluants, mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il est très difficile de savoir les effets de polluants qui sont combinés. Donc, je vous conseille de ne jamais mélanger vos produits. On ne sait pas si les effets de polluants mis ensemble se surajoutent ou s'annulent. Vous avez bien sûrement déjà vu sur des produits d'entretien certains pictogrammes de danger. Excusez-moi. Je vous conseille de pouvoir les regarder, ils sont au nombre de 9. Enfin, vous pouvez aussi choisir vos produits d'entretien en fonction de labels. Les 3 labels que vous connaissez certainement sont le label EcoCert, l'Ecolabel ou le Nature et Progrès. Avec cette crise sanitaire, vous avez déjà dû vous poser de nombreuses questions, à savoir sur vos produits d'entretien. Sont-ils faits pour nettoyer? Sont-ils faits pour désinfecter? Ou bien pour nettoyer et désinfecter? La différence dans ces termes, un produit qui est un nettoyant ou un détergent, c'est un produit qui contient des tensioactifs qui vont donc éliminer les salissures que vous voyez en surface et qui vont rendre donc les surfaces propres physiquement. Un désinfectant est un produit qui est fait pour éliminer les micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons qui sont présents sur une surface. Et bien souvent, vous avez maintenant des produits qui sont 2 en 1, c'est-à-dire nettoyants et désinfectants. Vous avez donc sur ces produits la possibilité d'éliminer les salissures, puisqu'il y a des tensioactifs de surface qui éliminent les salissures, et bien évidemment un agent qui va détruire les micro-organismes. En ce qui concerne notre crise sanitaire, si vous souhaitez avoir bien choisir votre produit nettoyant désinfectant, il vous faudra vérifier que ce produit répond à la norme NF 14476. Bien continuer à lire les précautions d'emploi et à effectuer un rinçage systématique de toutes vos surfaces. En période Covid, il vous est recommandé à l'heure actuelle de nettoyer au moins une fois par jour les sols et les surfaces avec vos produits habituels. Donc revenir à un produit très simple tel qu'un savon noir ou un savon de Marseille pour nettoyer ces sols et ces surfaces, cela convient très bien. Il vous est demandé de nettoyer et désinfecter des surfaces qui vont être fréquemment touchées par les enfants et par vous-même au moins une fois par jour. Et nous revenons aussi au nettoyage simple des objets comme les jouets, tous les 48 heures minimum, et nous en avions déjà parlé sur des précédents webinaires. Vous avez la possibilité de trier vos jouets dans des petites panières et de faire un peu une circulation, un turnover pour que ce soit plus simple en termes de gestion quotidienne. Je vous invite bien évidemment, si vous voulez aller plus loin sur cette question de nettoyage et de désinfection, à revoir notre webinaire du mois d'octobre dernier, à revoir ce replay. Nous vous indiquerons comment aller le retrouver. Je vous donne quelques exemples de produits qui seraient nettoyants désinfectants et qui sont, vous voyez à l'heure actuelle, qui sont bien virucides. Quand on regarde un petit peu plus le mode d'emploi, on voit bien sur ces produits qu'ils ont la norme, alors NF ou EN, c'est la même chose, 14476, donc ils répondent bien à cette norme qui permet de détruire le coronavirus. Si vous avez la possibilité de trouver un produit virucide qui sera labellisé, c'est encore plus l'idéal. Vous voyez sur ces produits que je vous présente, 2 étaient EcoCert
Et soyez vigilante malgré tout, un produit peut très bien être nettoyant, désinfectant et certifié par un label, mais pour autant ne pas être normé. C'est le cas de produits que vous voyez le plus à gauche. Donc soyez vigilante, une bonne lecture des étiquettes vous aidera dans le choix de vos produits. Il était important aussi de faire un point sur nos parfums d'ambiance. Je pense que vous en utilisez quelques-uns, que ce soit sous la forme d'encens, de papier d'Arménie, de diffuseurs électriques, de sprays, d'huile essentielle. Tous ces produits peuvent contenir des substances qui sont préoccupantes, les substances parfumantes, même des substances naturelles qui sont issues des huiles essentielles, vont avoir un caractère hautement irritant et allergisant. Je vous conseille de modérer l'usage de ces parfums d'ambiance, d'éviter de les diffuser en présence des enfants et après usage de pouvoir systématiquement aérer votre logement pendant au moins 10 minutes. De la même manière, nous arrivons dans une période où il commence à faire beau et chaud et les moustiques vont faire leur apparition d'ici peu. Vous pouvez peut-être être tenté de faire appel à des insecticides, mais peut-être que vous avez aussi des animaux dans votre logement et vous leur donnez quelquefois des traitements antiparasitaires, ou bien vous avez des plantes et vous leur administrez des traitements qui sont à base de pesticides et donc à base d'insecticides. Je vous invite également à regarder l'emballage de ces produits qui peuvent être parfois hautement toxiques. Je vous invite, en ce qui concerne des prises anti-moustiques, des sprays anti-moustiques, de ne pas les utiliser en présence des enfants. Des produits qui seraient sous format de spray ou sous format de diffuseur, le produit va se diffuser en micro-gouttelettes dans l'organisme et va pouvoir être respiré par le jeune enfant. Ces micro-gouttelettes vont pouvoir pénétrer jusqu'au plus loin de ces bronches et de ces petites alvéoles pulmonaires et donc vont avoir encore une fois un caractère très irritant et allergène. Aérer systématiquement après l'usage pendant 10 minutes et je vous conseille de pouvoir pour trouver comme alternative à ces méthodes plutôt chimiques des mesures barrières, comme par exemple le port de vêtements en coton ample ou bien la mise en place de moustiquaires sur vos fenêtres ou de moustiquaires de lit. On en voit de plus en plus des moustiquaires qui peuvent s'adapter par aimant ou par scratch sur nos fenêtres. Nous avons parlé aussi tout à l'heure des polluants biologiques que l'on peut appeler les biocontaminants. En ce qui concerne nos animaux, nos acariens, les poussières que nous trouvons chez nous, nous n'avons pas tous la même sensibilité. Certains d'entre nous sont allergènes, d'autres pas. Je vous disais néanmoins que les enfants en bas âge sont de plus en plus exposés et ont des réactions de plus en plus fortes et allergiques à ces produits. Je vous propose à minima d'entretenir régulièrement votre logement, une fois par semaine, avec une aspiration, un aspirateur doté d'un filtre HEPA pour haute efficacité pour les particules aériennes, et puis de pouvoir réaliser des dépoussiérages et des nettoyages avec une microfibre qui va réussir à capter un maximum de poussière. Et je vous conseille, mais je sais que vous le faites déjà, d'échanger avec les familles, avec les parents, pour mieux connaître peut-être les sensibilités de leurs enfants à ce type de polluants biologiques. Vous nous avez aussi posé des questions en amont de ce webinaire qui nous ont permis de le construire et vous avez été nombreux à nous demander de quelle manière vous pouviez assainir l'air de votre logement. Nous avons donc décidé d'en parler. Plusieurs techniques, plusieurs outils existent, sont à notre disposition pour assainir l'air, pour purifier l'air. Ce sont certainement des mots que vous avez déjà entendus. Il y a principalement 4 outils à notre disposition. De plus en plus, vous voyez des purificateurs d'air qui sont liés, que l'on voit en tout cas apparaître aussi avec cette crise sanitaire. Il y a aussi des sprays purifiants, assainissants que vous trouvez dans le commerce ou que vous trouvez en officine. Vous avez peut-être déjà vu des peintures que l'on dit dépolluantes. Et enfin, vous avez peut-être entendu parler de plantes dépolluantes. Sachez que dans ces différents outils, il y a des techniques en fait différentes. Soit ce sont les produits, les outils captent en fait les polluants de l'air ambiant, soit il y a un système de produits, de substances qui vont venir décomposer les polluants de l'air ambiant.
C'est assez différent, mais sachez qu'à l'heure actuelle, il y a donc un avis de l'ANSES qui date de 2017, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur ces produits, complété par des études qui ont été faites par des associations de consommateurs comme Que Choisir ou 60 millions de consommateurs, et tout arrive à la même conclusion. Les différentes techniques n'ont pas fait la preuve de leurs promesses annoncées en conditions d'utilisation réelle. Les plantes dépolluantes, par exemple, effectivement, en laboratoire, elles ont prouvé leur efficacité de dépollution, mais mis dans un contexte de logement réel, il en faudrait au moins une au mètre carré pour que le caractère dépolluant soit avéré. Les peintures dépolluantes, nous n'avons que très peu de regard puisque les fabricants ne donnent pas leur processus de captation ou de destruction des polluants. Donc, il est difficile de savoir si elles sont efficaces. Sur les sprays purifiants assainissants, il va bien souvent y avoir une problématique qui est que le produit en lui-même va répartir dans l'air beaucoup plus de polluants qu'il n'en absorbe. Et enfin, concernant les purificateurs d'air, ils vont soit capter un seul polluant, soit capter des mélanges de polluants, mais à l'heure actuelle, les résultats montrent qu'encore une fois, en conditions réelles, l'efficacité n'est pas prouvée. Déjà, de pouvoir continuer à aérer quotidiennement votre logement, à le ventiler et peut-être à trouver certaines astuces pour réduire les sources de pollution sont des garanties pour améliorer la qualité de votre air intérieur. Enfin, je pense qu'un des derniers messages de prévention importants est de pouvoir sortir. Pensez à passer du temps à l'extérieur tous les jours. Nous en avons été privés parfois ces derniers temps, donc je pense que c'est le moment de pouvoir retourner dehors. Les enfants en ont besoin. Cet éveil à la nature, pour eux, la découverte de l'environnement, de la faune et de la flore est aussi importante. Donc, n'hésitez pas à passer du temps tous les jours avec eux dehors. Pour terminer, par rapport à ce que je vous ai dit et avant de passer à vos questions, ce qu'il pourrait être intéressant de retenir sur ce webinaire, c'est la sensibilité importante de ces jeunes enfants que vous accueillez en collectivité ou à domicile, mais c'est de pouvoir avancer pas à pas avec vos propres moyens, petit à petit, tout en prenant en compte l'aération du logement qui est important, aérer quotidiennement vous-même en ouvrant les fenêtres et continuer à ventiler en continu votre logement. Et puis, un polluant de moins, c'est toujours de la santé en plus, donc le geste que vous ferez sera toujours intéressant. J'en ai terminé. J'arrête le partage de mon écran et on attaque vos questions. Merci Adeline pour cette présentation. Donc, je suis sûre que notre public a appris plein de choses. Je vais effectivement prendre des questions que vous venez de poser. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions dans l'onglet Q&A. On va les prendre en direct. Alors, une première question, Adeline. Tu as parlé de certains produits d'entretien et notamment de certains produits qui étaient virucides. Et alors, une personne se pose la question de savoir si les virucides, justement, ne sont-ils pas des allergènes? Alors, les produits virucides, c'est ça? Les produits d'entretien seraient… Alors, les produits virucides vont bien souvent contenir effectivement un biocide dedans qui va permettre de détruire l'agent infectieux que l'on incrimine. Là, en ce moment, on parle, c'est vrai, du coronavirus, mais cela pourrait être des bactéries, des champignons. Ce n'est pas en soi le biocide qui peut être allergène, mais c'est effectivement d'autres composants qui sont contenus dans le produit d'entretien qui peuvent avoir un caractère allergisant. Ce que je n'ai pas dit, mais que je peux préciser, c'est que nous n'avons malheureusement pas souvent accès à la totalité de la composition des produits d'entretien. Cette composition n'est pas encore obligatoire, la réglementation ne l'impose pas pour les fabricants. Donc effectivement, ces produits peuvent contenir des substances allergènes, des conservateurs et des substances irritantes. C'est vrai. Très bien. Alors, concernant l'aération, en fait, tout au long de la journée, donc tu as précisé certaines pratiques d'aération, et une personne se pose la question donc, finalement, quand on aère l'hiver, on fait rentrer le froid, hein, et donc on fait partir la chaleur. Et à l'inverse, en été, surtout entre midi et 16 heures, il fait trop chaud pour ouvrir surtout les pièces où dorment les enfants. Alors, comment fait-on pour aérer efficacement? Alors, effectivement, l'hiver,
aérer d'une manière générale, ça va refroidir le logement, ça va refroidir la température et la sensation que j'évoquais tout à l'heure dans ce confort hygrothermique. En rien, ça ne va venir refroidir, si je puis dire, le logement en lui-même. Je m'explique, en fait, on a, comme je disais tout à l'heure, des bâtis qui sont très bien isolés en France. Et donc, quand arrive l'hiver et que l'on met en route nos différents moyens de chauffage, il y a une inertie qui se crée dans le logement. Donc, l'aération quotidienne pendant quelques minutes ne viendra pas refroidir le logement lui-même. Elle viendra simplement apporter pendant quelques instants peut-être une sensation de frais, une température qui a baissé de quelques degrés, mais dès lors que l'on fermera les fenêtres, la température remontera naturellement. Il est vrai que si on a un système de chauffage qui est plutôt électrique d'appoint, voilà, quand on aère l'hiver, il va falloir plutôt peut-être baisser le chauffage, ce chauffage d'appoint, c'est notamment ces radiateurs électriques, et puis les remonter quand on fermera les fenêtres pour éviter peut-être une surconsommation énergétique. En ce qui concerne l'été, oui, quand on a des périodes très chaudes ou caniculaires, effectivement, aérer entre midi et 16 heures, c'est plus embêtant. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'aérer le plus tôt possible le matin, voilà, quand la température est fraîche. Essayer d'aérer peut-être en continu les chambres des enfants tant que la température n'est pas trop élevée. Et une fois que la température est élevée, plutôt fermer, voilà, les fenêtres, baisser les volets pour se protéger du soleil. Et je vous invite, bien sûr, quand il y a des périodes de canicule, à suivre à l'inverse les protocoles caniculaires et les recommandations qui vont être un petit peu différentes de ce que l'on peut faire en temps normal et en conditions d'aération classiques. Alors, pour aller justement, pour compléter cette problématique de l'été, en fait, où il fait très chaud, on peut être amené à utiliser des climatiseurs ou des ventilateurs. Alors, la Oui. question est, est-ce que finalement, il ne serait pas nocif? Alors, le ventilateur, normalement, ne va faire que brasser l'air. Voilà, il va opérer un circuit de l'air. Donc, quelquefois, d'ailleurs, le ventilateur, on le voit au fur et à mesure de la journée, devient moins efficace puisque l'air se réchauffe quand il fait chaud dans une maison et qu'on ne peut plus aérer. Donc, le ventilateur devient moins efficace puisqu'il brasse, il fait tourner de l'air qui est chaud. Ce qui est embêtant, c'est qu'il met en continu finalement les poussières et potentiellement des polluants en suspension. Voilà, il ne va pas en rajouter, mais en tout cas, il les met en suspension en continu. Pour ce qui est des climatiseurs, ce qu'il faut bien voir, c'est surtout la priorité, c'est de pouvoir les faire entretenir régulièrement. Donc, de faire appel à un professionnel qui, tous les ans, va venir vérifier si le climatiseur fonctionne bien. Il va venir nettoyer les petits filtres, les grilles, et il va peut-être venir aussi opérer des modifications sur les fluides, voilà, s'il y a besoin. Donc, c'est à votre niveau, dans un logement, c'est en tout cas de s'assurer du bon fonctionnement de ces climatiseurs, d'éviter peut-être de les faire fonctionner en continu, mais plutôt de les utiliser voilà, de manière ponctuelle quelques minutes dans la journée, et de pouvoir aussi vérifier la température. Il faut essayer qu'il n'y ait pas trop de degrés d'écart entre la température du logement et la température que vous allez indiquer sur ce climatiseur. Très bien. Alors, pour continuer, donc en hiver, donc là, c'était les climatiseurs ou les ventilateurs en été, et l'hiver, on peut se chauffer au bois. Et donc, il y a une question sur la fumée. Oui. Voilà, quelle nocivité éventuellement on peut retrouver avec ce chauffage au bois? Alors, sur des chauffages au bois, il peut y avoir plusieurs problématiques. La première, c'est qu'il y a une combustion, voilà, dans le foyer. Donc, effectivement, les fumées qui se dégagent contiennent des gaz, voilà, qui sont un peu embêtants pour la santé. Le bois aussi que l'on fait chauffer, ou parfois le fait de mettre des plastiques, des bouts de carton, voilà, on va faire chauffer aussi des substances qui peuvent être effectivement polluantes et qui vont se dégager en plus dans les fumées.
À minima, encore une fois, quand on a un chauffage au bois, c'est de faire entretenir tous les ans sa cheminée, son insert par un professionnel, de faire un ramonage. C'est vrai que si dans l'idéal, on a un foyer fermé, c'est déjà mieux, on va être moins exposé. C'est entre chaque moment où on utilise l'appareil, c'est bien sûr de faire un nettoyage heu de l'insert, d'évacuer les cendres, d'évacuer les restes de bois et si l'on peut effectivement de faire attention au bois que l'on met, et d'éviter peut-être parfois, les palettes. Je sais que les palettes, ça devient très à la mode, mais les palettes, voilà, elles ont parfois des traitements, même très souvent des traitements chimiques. D'éviter peut-être de mettre des emballages plastiques, voilà, pour essayer de se débarrasser de certains de nos déchets. Ça va générer forcément une forme de pollution, supplémentaire. D'accord. Alors, tu as évoqué aussi les produits anti-moustiques, hein, qui vont peut-être refaire leur apparition bientôt. Alors, une question sur les bougies à la citronnelle ou même les géraniums. Donc là, on n'est plus dans de la combustion, mais vraiment dans des plantes. Est-ce que ça peut représenter un danger pour les enfants? Bougie Alors citronnelle ou géranium? Alors, les bougies à la citronnelle, il faut effectivement, voir un petit peu plus comment elle est faite, la bougie, vérifier ça, essayer de voir, la composition. Est-ce que dedans, on y a inséré une huile essentielle de citronnelle? Est-ce que c'est plutôt une substance parfumante chimique, citronnelle? Est-ce qu'il y a d'autres produits dedans, de type, pesticide en fait, hein, insecticide? Donc il faut voir, de quoi elle est faite. Si ensuite elle est utilisée en intérieur, j'ai envie de dire qu'il faudrait plutôt préférer l'utiliser en l'absence des enfants. Voilà, si elle est en extérieur, pour se protéger autour d'une table, voilà, on est sur l'air extérieur donc voilà, on va avoir, une volatilité qui est plus importante donc on est nettement moins exposé. Voilà, en intérieur effectivement, je l'utiliserai pas en présence des enfants. Heu, non seulement parce que voilà, en fonction de la composition et en plus de la combustion de la bougie. D'accord. Et Euh, pour les géraniums, pour les géraniums, je suis pas une experte des géraniums, mais effectivement, il y a des plantes qui ont un caractère répulsif, pour les insectes, donc pourquoi pas? Tout en faisant peut-être attention aussi au caractère allergène, des plantes, voilà, de ces mêmes plantes ou de ces fleurs. Voilà, il faut essayer de peser le pour et le contre. d'accord. Une question sur le nettoyage du sol et notamment les nettoyants vapeur. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nettoyants vapeur? Est-ce que c'est efficace et est-ce que c'est recommandé? Alors, le nettoyeur, vapeur est effectivement tout à fait, recommandé en termes de nettoyage et de désinfection des sols, voire même de certaines surfaces, hein, une chaise haute, voilà, certains tapis, pourquoi pas? On est sur une haute température, donc c'est l'effet de la température et de la vapeur d'eau, qui va venir, détruire, les micro-organismes qui donc aura bien aussi un effet de destruction sur le coronavirus. Donc il y a 2 types de nettoyeurs vapeur. Il y a des nettoyeurs vapeur à vapeur sèche, à vapeur humide. Il faut essayer pareil, de faire, une petite lecture peut-être avant d'acheter, ce type de produit. Il faut aussi, prendre en compte encore une fois les précautions d'emploi, le mode d'emploi. En général, on va indiquer, voilà, de quelle manière le passage se fait. Est-ce qu'il faut faire un aller-retour? Est-ce qu'il faut faire un passage de quelques minutes? Voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte pour vraiment avoir l'efficacité du nettoyeur vapeur. Je mettrai simplement, peut-être un bémol, sur le fait que oui, le nettoyeur vapeur, il est intéressant parce que non seulement il va éliminer des salissures et il va éliminer tous les micro-organismes. Mais a-t-on besoin, alors on est encore en période de Covid, donc à l'heure actuelle, oui, on a besoin encore une fois de se protéger et de limiter ce risque épidémique. Mais dans le futur, peut-être se poser la question, a-t-on besoin quotidiennement d'éliminer tous les micro-organismes de nos sols et de nos surfaces? Est-ce que les enfants n'ont pas aussi besoin d'être exposés à certaines bactéries ou virus de la petite enfance pour développer leur propre immunité?
Alors, des questions sur les jouets, les matériels de cuisine, les ustensiles de cuisine, je pense, comme les assiettes en PVC. Est-ce que peut-être au niveau du nettoyage, au niveau de l'utilisation, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur évidemment tout ça, tout ce qu'on retrouve dans les maisons et dans le cadre de l'activité des assistants maternels? Bien sûr. Sur les objets, en plastique, effectivement, hein, des assiettes, des couverts en plastique, il est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la température, augmente le relargage des polluants dans l'air. Donc, des plastiques qui sont exposés, à une température plus importante, donc quand on va réchauffer, par exemple, vont effectivement relarguer des composants plastiques dans l'aliment, dans le contenu, pardon. De la même manière, des produits en plastique, hein, des jouets, des couverts, des verres en plastique, ce sont des produits qui sont très fragiles et qui, au fur et à mesure des lavages, vont s'abîmer, vont s'user. Et dès lors que l'on voit apparaître une opacité, ça se voit assez bien dans les biberons plastiques parce que dans le biberon plastique, voilà, il y a ce goupillon pour nettoyer. Donc, on a tendance à frotter. Donc, dès qu'on voit une opacité ou des rayures sur ces produits plastiques, il faut essayer pardon, de les mettre de côté. Alors, une question peut-être au niveau des produits désinfectants. Est-ce que le vinaigre blanc est-il désinfectant ou est-ce qu'il est un simple nettoyant? Alors, le vinaigre blanc, c'est un bon produit de base auquel on revient de plus en plus, hein, sur un nettoyage écologique et économique. Le vinaigre blanc, son intérêt, c'est que, donc avec son pH qui est très faible, de l'ordre de 3, c'est un pH acide, il va avoir comme rôle premier d'éliminer le calcaire, le tartre des surfaces. Donc, le calcaire que l'on peut trouver dans les cuvettes de WC, dans les lavabos, sur les parois, des douches, sur les vitres. Donc ça, son rôle premier, c'est vraiment d'être un anti-calcaire. Donc, en soi, il ne contient pas d'agents tensioactifs comme un savon noir, comme un savon de Marseille, comme on l'a dit. Donc, il ne viendra pas nettoyer les surfaces et les débarrasser de ces salissures. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt à nettoyer son sol ou à nettoyer ses surfaces avec ce produit. Voilà. En revanche, il est effectivement complètement indiqué pour l'utilisation contre le calcaire dès lors où il y en a. Et depuis cette crise, encore une fois sanitaire que nous vivons, il était beaucoup utilisé et en tout cas beaucoup annoncé comme un désinfectant, mais il a été prouvé qu'il ne détruit pas le virus et qu'il n'a pas une action désinfectante. Donc le vinaigre blanc, c'est très bien pour éliminer le calcaire de partout où on en a dans notre logement, mais ça n'est pas un nettoyant et ça n'est pas un désinfectant. Très bien. Je vois que l'heure tourne. Je vous propose de prendre une dernière question. Alors, peut-être une question sur les allergies au pollen, hein, puisque tu as terminé la présentation en disant que bah, voilà, c'était tout à fait intéressant de mettre le nez dehors. Comment fait-on, puisqu'on a envie de sortir hein, avec les enfants dehors, avec ces allergies au pollen? C'est pas simple effectivement, c'est très compliqué. Alors, les personnes qui ont des allergies au pollen, ce que vraiment je peux conseiller ou en tout cas il y a un soupçon. Il y a voilà le fait déjà de voir quand on est dehors, peut-être de sentir qu'on a le nez qui coule, que l'on éternue, qu'on a les yeux rouges, les yeux qui nous grattent. Déjà c'est de pouvoir aller consulter son médecin traitant, peut-être d'être orienté vers un allergologue qui fera véritablement un dépistage des tests sanguins cutanés pour mettre en évidence la présence d'allergie au pollen. Ça, c'est vraiment un temps de diagnostic qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a souvent, très généralement, des personnes qui sont allergiques au pollen qui vont avoir un traitement de fond. Je pense qu'il faut suivre vraiment ce qui peut nous être indiqué par notre médecin traitant, par notre allergologue, et mettre en place ce traitement de fond.
Après, effectivement, peut-être, sortir sur des heures, plus tôt le matin, plutôt que d'éviter, le milieu de journée et la fin de journée, puisque plus on va avancer dans la journée et plus les pollens vont être mis en suspension. On sait aussi parfois que, sur les zones, très urbaines, il y a une association entre les pollens et les polluants du trafic routier, donc ces fameuses particules fines, et que en fait, ces 2 types de polluants s'associent et donnent un caractère beaucoup plus agressif au pollen. Donc effectivement, peut-être sortir un peu plus tôt. Alors quand on est un adulte, c'est vrai que, la présence, du masque, peut-être peut limiter un petit peu voilà, l'inhalation des pollens, mais je reconnais que c'est difficile de trouver, les alternatives, j'y suis confrontée et effectivement, c'est pas simple au quotidien. Bon, merci en tout cas Adeline pour toutes ces informations, d'avoir répondu en direct à toutes ces questions. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les liens entre la santé des jeunes enfants et leur environnement, je vais vous présenter le programme des actions à venir. Je vais partager mon écran que vous allez voir tout de suite. Voilà. Alors, nous vous proposons à partir du mois de septembre une pièce de théâtre qui s'intitule Les Parenthèses, jouée par les comédiens de la compagnie Fenêtre Sûre et qui est suivie d'un débat et qui permet une sensibilisation à la santé environnementale sur un ton humoristique et décalé. Alors, vous avez les départements avec les dates donc, qui sont juste en face. À la suite des représentations, des ateliers pratiques en petits groupes pourront être organisés pour approfondir les notions, les recommandations et aller plus loin dans le décryptage des habitudes et des pratiques du quotidien. La programmation, vous avez vu, est en cours pour certains départements. Les dates seront communiquées au RAM dès que possible. Enfin, nous avons prévu d'organiser un deuxième webinaire l'automne prochain, toujours dédié aux assistants maternels et toujours sur une question autour de la santé environnementale. Et donc, vous êtes tout à fait invité à nous faire part de vos idées de thématiques. On va vous dire comment tout à l'heure. Sachez également que dans le cadre de la stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale auprès de la petite enfance, un kit destiné aux assistants maternels a été élaboré par le WECF avec le soutien de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Il sera disponible en septembre et des webinaires de présentation vont être organisés. Encore une fois, les RAM seront destinataires de ces informations. Vous pourrez donc les solliciter. Vous allez retrouver dans quelques instants dans l'onglet « Converser » en bas de votre écran un lien vers un rapide questionnaire à remplir dès maintenant et qui ne vous prendra que quelques minutes, c'est promis. Je vous invite à le remplir. Voilà, je vois qu'il est mis maintenant, vous pouvez aller le chercher. Je vous invite à le remplir, cela donc va nous permettre d'évaluer l'intérêt que vous avez eu pour cette intervention et vos besoins pour de futures actions. Vous pouvez également nous faire part de vos idées donc sur ce questionnaire pour une nouvelle thématique de webinaire. Vous retrouverez bientôt des documents sur la thématique que nous venons d'évoquer sur le site de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Donc vraiment, prenez le temps pour répondre à ce questionnaire et ça nous laisse le temps de vous saluer. Je laisse aussi la parole à Adeline pour vous remercier. Merci, oui, merci pour votre participation, pour votre présence. On remercie également nos 2 collègues qui étaient dans l'ombre ce soir, Zoé et Magali, qui ont pris en charge vos questions, qui nous les ont transmises et qui ont permis que ce webinaire se déroule tout à fait correctement. Très bien. Écoutez, merci encore et prenez le temps de compléter le questionnaire et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.